C'est vrai que je suis pas très fan de ce type de titre et je pense que toi non plus. L'iPhone 16 Pro a un vrai problème et ce problème est dû principalement à Apple. Donc je t'explique tout de suite quel est le problème avec cet iPhone 16 Pro. Donc lors de sa présentation, le 9 septembre 2024, Apple a présenté du coup ses nouveaux produits, les Apple Watch, AirPods, iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Et le problème avec l'iPhone 16 Pro, c'est qu'Apple a vachement mis en avant l'intelligence artificielle, le Apple Intelligence, et que pour l'instant en Europe, à cause du DMA et du DSA, c'est encore assez vague. On ne sait pas si on pourra en bénéficier, si Apple pourra le sortir pour nous en Europe, donc ça a commencé à mettre quelques freins sur les achats de ces iPhone 16 Pro, et c'est dommage je trouve parce que pour moi, il y a beaucoup de nouveautés sur ces iPhone 16 Pro, et je comprends pas vraiment la démarche de ceux qui t'invitent à prendre un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max en disant qu'il est meilleur que le 16 Pro. Parce que si on retourne un an en arrière, moi j'avais mon 14 Pro et il y avait quasiment pas d'évolution clairement entre le 14 Pro et le 15 Pro, ou du moins des évolutions qui ne m'intéressaient pas. Et 2 ans après l'achat de mon 14 Pro, je me dis que là on a des vraies nouveautés, qu'on peut investir, on peut acheter cet iPhone 16 Pro puisque beaucoup de choses sont arrivées. Et un exemple tout bête, par exemple, juste si on commence, rien que la taille de l'écran, la surface d'affichage et les bordures qui sont plus fines. Entre le 14 Pro et le 15 Pro, il n'y avait pas du tout de différence. Là on a une nouveauté rien que sur la première partie, l'écran. On passe à 6,3 pouces contre 6,1 pouces. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas non plus voilà, la nouveauté du siècle, mais en tout cas ça fait toujours plaisir puisqu'on garde à peu près un form factor assez équivalent qui reste assez petit et qui se rapproche de la taille du coup des 14 Pro et des 15 Pro, mais avec une surface d'affichage qui est un petit peu plus grande. Donc bah voilà, ça c'est une nouveauté qu'on peut prendre, on garde la même taille, on a plus d'écran, que demande le peuple. Après la deuxième grosse nouveauté qui je trouve a pas été trop mis en avant non plus, c'est cette nouvelle puce, la A18 Pro. Alors effectivement, entre la A18 Pro, la A17 Pro du 15 Pro et la A16 Bionic du 14 Pro, voilà, il y a très peu d'écart entre ces trois puces. Si on regarde un petit peu dans le détail, elles ont toutes les 3 6 cœurs de CPU, donc pour la puissance, on va dire, pure du téléphone. Et la 17 Pro, la 18 Pro ont toutes les deux également 6 cœurs au niveau du GPU, donc pour la partie graphique, le jeu vidéo, la retouche photo, le montage. Donc en soi, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de grosses nouveautés entre les deux, mais la petite différence là-dessus, Apple l'avait dit au moment de la présentation, c'est que la 18 Pro est gravée en 3 nanomètres, alors que la A17 Pro est gravée en 5 nanomètres. Donc là on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique, mais pour faire simple, plus le gravage est petit, donc sur du 3 nanomètres, plus la puce va être efficiente, donc elle va vous apporter beaucoup plus de puissance, ça va consommer le moins d'énergie possible. Donc en gros, même si les puissances entre le 15 Pro et le 16 Pro sont équivalentes, tu vas quand même ressentir la différence sur ta batterie. Et Apple l'a dit, on retrouve une autonomie qui est meilleure d'environ 3 à 4 heures supplémentaires pour les mêmes usages entre un 15 Pro et un 16 Pro. Donc qui dit plus d'autonomie dit moins de recharge, qui dit moins de recharge dit meilleur état de santé de la batterie, puisque ton téléphone tu vas lui mettre un petit peu moins de cycles dans la gueule, donc qui dit moins de cycles dit que tu vas pouvoir le garder plus longtemps, alors que si tu achètes un 15 Pro, au final tu le rechargeras autant qu'un 14 Pro, puisque Apple le dit sur son site directement, qu'en lecture vidéo, le 14 Pro et le 15 Pro ont une autonomie qui à peu près avoisine les 23 heures contre 27 heures du coup pour le 16 Pro. On a l'apparition du bouton de caméra contrôle, alors ça après ça c'est à vous de voir. Ça peut être assez pratique en guise de raccourci pour déverrouiller pour l'appareil photo. Dans la pratique, moi je l'utilise, je trouve ça plutôt cool. Après c'est vrai que ça nous fait perdre pas mal de temps pour les prises de photos. Si vous avez des sujets qui sont statiques, qui ne bougent pas, effectivement ça peut être pratique de régler votre exposition, tout ça, avec le bouton de contrôle de la caméra. Dans la pratique, quand vous voulez prendre des top shots à un instant bien précis, quelque chose en mouvement et autres, c'est pas hyper pratique, je vous l'accorde. Mais moi je trouve que ça donne un petit côté, voilà, on se prend un peu pour un photographe professionnel. Ça va pas faire de nous des top photographes, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est assez cool, assez ludique. Je trouve que ça réagit à peu près bien, c'est assez fluide, pas trop sensible. Donc moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité, c'est une petite nouveauté en plus. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement. On a l'arrivée d'un téléobjectif x5, donc qui était disponible sur le 15 Pro Max l'année dernière, mais pas sur le 15 Pro. Donc là il fait l'arrivée sur le 16 Pro. Donc ça nous permet d'avoir un petit zoom, voilà, d'aller un petit peu plus loin dans le zoom. Et au passage, ce qui est assez cool aussi, c'est que contrairement au 15 Pro, vous avez le zoom numérique, même s'il y a du grain, que c'est pas toujours net, vous avez un zoom numérique jusqu'à x25, donc ça vous permet d'aller chercher plus loin des sujets, alors que sur le 15 Pro, vous avez un zoom numérique x15, et donc zoom optique x3 contre x5. Donc encore une nouveauté qui est assez intéressante si vous aimez faire de la photo et de la vidéo, et Apple s'est pas simplement arrêté là, il propose aussi de pouvoir shooter en 4K, 120 images par seconde Dolby Vision,
avec ces 16 Pro, chose qui n'est pas possible à faire avec les 15 Pro. Après, je te l'accorde, faire de la vidéo 4K 120 images par seconde, tu fais pas ça non plus tous les jours, mais c'est une nouveauté qui est quand même assez cool pour pouvoir faire des ralentis assez sympas. Sachant qu'en plus de ça, Apple a amélioré aussi la captation des sons. Il y a 4 micros maintenant à l'intérieur de ces iPhone 16 Pro et vous avez la possibilité de modifier via Mix Audio la qualité de l'audio pour diminuer les échos, centrer vraiment et retirer les bruits ambiants. Donc ça voilà, je suis en train de le tester, donc je vous ferai une vidéo un peu plus complète à ce sujet qui devrait arriver normalement d'ici la fin de la semaine, après 2 semaines d'utilisation intensive avec ces iPhone 16 Pro. Donc si tu veux pas la rater, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir la voir dès que ça sortira. Et pareil, on a le 48 mégapixels en photo en ultra grand angle contre 12 mégapixels l'année dernière. Alors après voilà, Apple nous dit pas forcément tout non plus. Il faut shooter en Pro RAW pour pouvoir avoir accès à ce 48 mégapixels, sinon ça va shooter en 12 ou en 24 si tu n'utilises pas la fonction Pro RAW. Mais c'est quand même un petit plus que n'a pas le 15 Pro, cet ultra grand angle en 48 mégapixels en Pro RAW. Et si on continue dans la photo, on a voilà des styles photographiques qui permettent de voir les plans avant la photo, de pouvoir les ajouter après la photo. Donc c'est plutôt pas mal. Avant, quand vous vouliez utiliser ça, il fallait le pré-régler avant de shooter. Donc maintenant c'est disponible aussi sur ces iPhone 16 Pro et uniquement sur la gamme 16 Pro, donc tu ne l'auras pas sur ton 15 Pro et ton 15. Et ça c'est une fonctionnalité que je trouve quand même, comme l'audio mix, plutôt sympa. Ça peut nous donner voilà des qualités photo un petit peu supérieures avec des petites teintes voilà des fois gold ou même le noir et blanc extrême que je trouve très sympa. Au niveau après de la capacité, moi ça m'intéresse forcément énormément puisque je recharge mon iPhone principalement en MagSafe, que ce soit dans la voiture, que ce soit quand je suis à la maison, quand je suis à mon bureau. J'ai principalement des petits stands et des choses MagSafe. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les accessoires tech que j'utilisais. Si tu veux aller la voir, je te mets la petite fiche juste ici, comme ça tu pourras aller voir cette vidéo là si ça t'intéresse. Mais donc du coup le fait d'avoir de la charge rapide en MagSafe, moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, chose qui n'était pas possible avant. Alors après ça va peut-être te faire gagner 10-15 minutes sur la charge, mais quand tu es pressé, que tu as besoin de partir vite et que tu as que ça pour charger ton téléphone, bah ça reste quand même plutôt assez pratique et encore une nouveauté de plus qui est assez cool que le 15 Pro n'a pas. Grâce à la nouvelle technologie d'écran, tu as ta luminosité qui peut descendre à 1 nit contre 2 nits au préalable sur les 15 Pro et les 14 Pro. Et même si ça peut paraître assez peu de descendre à 1 nit, bah tu auras quand même moitié moins de luminosité que 2 nits, ce qui est énorme. Si tu es au cinéma, si tu es dans le lit, voilà, que la lumière est 100% éteinte, tu veux consulter une notification, tu veux consulter un message, tu veux regarder quelque chose, et bah tu as ta luminosité qui sera vraiment au plus bas, au plus faible, et ça évitera du coup que t'en prennes plein la tronche en luminosité parce que c'est mal réglé, parce que c'est trop fort. Et donc c'est pareil, une petite fonctionnalité qui est plutôt pas mal et qui va peut-être pouvoir apporter des choses sur des mises à jour futures, parce qu'on a vu que les Apple Watch maintenant, même quand elles étaient en Always On Display, elles pouvaient afficher les secondes grâce à cette technologie là. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver sur l'iPhone aussi de manière logicielle grâce à cette techno là. Donc je trouve qu'on a quand même vachement de grosses nouveautés sur cet iPhone 16 Pro, et si Apple n'avait pas foiré sa présentation en nous disant que c'était l'iPhone idéal pour l'Apple Intelligence, je pense qu'on aurait peut-être regardé un petit peu plus les spécificités dans le détail et qu'on se serait pas concentré uniquement sur cette partie d'intelligence artificielle qui n'arrivera probablement jamais en Europe. Ça, seul l'avenir nous le dira. Moi ça fait 10-15 ans à peu près que j'achète des iPhones. J'ai commencé par l'iPhone 4 et j'ai jamais fait un choix d'achat en fonction des mises à jour logicielles qui allaient venir, et c'est ça que je comprends pas, parce que si on prend par exemple par le passé, quand le 14 Pro est sorti, Apple nous avait promis du caméra fusion avec du 48 mégapixels mais qui serait disponible uniquement avec du Pro RAW, et le Pro RAW est arrivé de manière logicielle par la suite et il a été quasiment optimisé à la fin de l'année de sa sortie, et c'est limite arrivé de manière optimale avec les iPhone 15 Pro. Mais ça m'a pas empêché d'acheter l'iPhone 14 Pro qui avait des spécificités qui étaient vraiment cool par rapport à j'avais quoi avant, j'avais un 13 Pro je crois avant, par rapport au 13 Pro que j'avais avant, ça m'a pas empêché du coup de partir sur le 14 Pro grâce à ces nouveautés au niveau de la photo, etc. Et quand le 15 Pro est sorti, bah en fait la liste du coup des nouveautés entre le 14 et le 15, je vous les ai notées parce que voilà, donc on a la recharge en USB-C, mais ça c'était plus du coup une nouveauté légale on va dire, puisque Apple est obligé de sortir ses téléphones en USB-C pour répondre aux lois européennes. Le nouveau design en titane. Ok, bon bah ça voilà, de toute façon on sait, Apple ses cycles c'est 3 ans pour des smartphones. On a eu le 10, 10S, le 11 avec les bords arrondis, etc. Après on est passé sur du 12, 13, 14, que ce soit Pro ou standard, avec des bords vachement droits, écran plat. Là on est sur du 15, du 16, et donc le 17 devrait logiquement suivre le même design
titane, les bordures un petit peu arrondies, etc. Donc voilà, on avait ce renouvellement de design puisqu'on est arrivé à la fin du cycle des 3 ans de la gamme 12, 13, 14. On avait la possibilité de faire du Smart HDR5 alors que sur le 14 on pouvait faire que du Smart HDR4. Enfin ça change pas trop dans l'utilisation au quotidien. Je pense que ni toi ni moi ça nous a choqué. Hein. On n'a pas dit waouh, je vais me prendre le 15, il fait du Smart HDR5, trop bien. On pouvait aussi shooter en photo spatiale et en vidéo spatiale, sachant que le seul produit qui était compatible c'est l'Apple Vision Pro et qu'il est sorti quasiment 6 mois après. On avait la possibilité de faire de l'enregistrement en log. Donc bon bah ça je pense que pour le commun des mortels le log faut avoir quand même des bases en exposition, il faut avoir des bases en colorimétrie pour les retouches après, donc c'est pas destiné à tout le monde, au grand public comme toi et moi. Et du coup le dernier point, ça suit un petit peu le log, c'était le système d'encodage ACES pour Academy Color Encoding System. Donc c'est un nouveau système d'encodage qui est pareil je pense plus réservé aux professionnels de la vidéo que au grand public. Et donc là ce que je viens de te lister, l'USB-C, le design, l'HDR, la vidéo spatiale, le log et le système d'encodage ACES, c'était les 6 seules nouveautés entre le 14 Pro et le 15 Pro. Et qu'il y a quand même des gens qui disaient que c'était révolutionnaire, que c'était super, que c'était trop bien. Alors que là, tout ce que je t'ai listé au début de la vidéo, la partie photo, prise de son, vidéo, le Wi-Fi, l'autonomie, la puissance, enfin on a vraiment un gros gap, je trouve, entre le 15 Pro et le 16 Pro. Mais si Apple n'avait pas foiré sa présentation en nous disant que c'était l'iPhone d'Apple Intelligence, je pense qu'aujourd'hui cet iPhone serait à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire élu comme étant le meilleur smartphone du marché à l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas à changer sur un 15 Pro, surtout quand je vois les gens qui vous disent bah on n'aura pas intelligence artificielle, alors faut pas prendre le 16 Pro. Par contre, prends le 15 Pro, comme ça, s'il y a l'intelligence artificielle, il est aussi compatible. Ça n'a pas de sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu vas prendre un téléphone qui a de moins bonne performance, moins bonne autonomie, qui aura du coup à cause de cette autonomie une moins bonne durée de vie, mais il sera quand même compatible avec Apple Intelligence si ça sort. Enfin, moi je pense qu'il faut pas s'arrêter voilà, sur la partie logicielle, ça arrivera si ça doit arriver. Et je pense qu'Apple lance ça doucement parce que voilà, ils attendent de voir un petit peu les normes européennes, ce qui va être dit, puisque généralement les États-Unis pompent un petit peu sur ce que dit l'Europe en termes de lois et de normes. Donc je pense qu'ils lancent ça assez progressivement, assez doucement, mais je vois pas pourquoi ça ne devrait pas voir le jour. En Europe, Apple a fait le nécessaire pour que les marchés externes puissent être distribués sur les iPhones sans passer par l'Apple Store. Ils sont passés à l'USB-C, enfin ils essayent de se plier aux normes pour continuer à vendre leurs produits, c'est leur part de marché. S'ils vendent plus de produits, l'entreprise la clé sous la porte. Donc je pense qu'ils feront le nécessaire pour pouvoir rendre l'Apple Intelligence compatible en Europe. Et donc du coup c'est pour ça que je te préconise moi, de mon point de vue, de prendre un iPhone 16 Pro. Ne pars pas sur un 15 Pro ou un 14 Pro. À la rigueur, si tu hésites entre un 15 Pro et un 16, là il y a un petit peu plus de débat, même si il y a plus de nouveautés à mon goût sur le 16 que sur le 15 Pro, mais le 15 Pro, à mes yeux, c'était une daube pas possible. Voilà, généralement, je change d'iPhone tous les ans et j'ai attendu 2 ans sans acheter du coup cet iPhone 15 Pro parce que pour mon point de vue, je trouvais qu'il y avait trop peu de nouveautés et que mon 15 Pro était largement suffisant pour faire le taf et qu'il fallait pas prendre le 15 Pro. Et donc le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que si tu as le budget, que si tu as les moyens, le 16 Pro propose énormément de nouveautés. Et je te fais un test complet là que je suis en train de finaliser, qui devrait sortir d'ici la fin de semaine. J'ai deux trois petites choses à finir dessus, à finir de tester pour vraiment avoir un bon rendu sur l'utilisation de cet iPhone. Donc si tu veux pas rater la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu. À la prochaine, salut.